Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. En guise d'introduction, je dirais qu'en politique, on a beaucoup plus d'occasions de mettre en relief ce qui nous oppose que ce qui nous unit. Mais aujourd'hui, on va faire la démonstration que c'est possible de s'unir pour une cause, malgré ce qui peut nous diviser par ailleurs. Alors, c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté à la demande de Mme Christiane Crevier, à ma droite, de parrainer cette initiative citoyenne d'une pétition pour contrer Énergie Est. Mais j'avais mis une petite condition, que ça se transforme en une démarche transpartisane. Alors, je remercie les partenaires qui ont accepté et qui ont pu se joindre à Mme Crevier et moi ce matin. D'abord, Mme Elisabeth May, la chef du Parti vert du Canada, M. J.C. Lauzon, comédien et militant environnementaliste, équitaire, qui ne pouvait être présent aujourd'hui, mais qui appuie la démarche, et mes collègues députés, et parce que tous ensemble, on va devenir des agents multiplicateurs pour faire connaître cette pétition, puis inviter tous les opposants à faire comprendre que le Parti libéral, bien qu'il puisse se mettre dans une position d'arbitre, va devoir trancher et décider. Et au Québec, c'est non. Alors, M. Trudeau a fait de l'acceptabilité sociale une condition incontournable pour que le projet voie le jour. Alors, on va s'en occuper de l'acceptabilité sociale. Quand on veut prendre la mesure d'un projet au niveau du développement durable et qu'il y a une prétention de développement durable, il faut considérer les trois composantes, la composante économique, sociale et environnementale. Or, le projet Énergie Est échoue à l'examen. Les risques environnementaux qu'on tente de nous imposer sont démesurés et ils sont réels. Le projet, au niveau économique, c'est 0 puis une barre. 33 emplois durables, c'est les chiffres d'Énergie Est. Et on menace notre patrimoine environnemental, nos terres, nos rivières, notre fleuve, qu'on voudrait que l'on sacrifie à l'autel du sacro-saint principe du développement durable d'une économie, d'une industrie du 19e siècle. Alors qu'il faut prendre un tournant, l'économie verte, l'économie du 21e siècle, et le Québec est prêt à prendre ce tournant-là. Alors, disons rapidement que le Québec vit un moment de vérité et on ne laissera pas le gouvernement ni aucune pétrolière prétendre que la voix des Québécois est divisée. Nous allons nous solidariser, nous allons parler d'une seule voix, quelle que soit la couleur du parti politique, nous allons être convaincants et on invite tout le monde à signer la pétition. Alors sur ce, j'invite Mme Crevier à vous adresser quelques mots. Bien, bonjour tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier tous ceux et celles qui me prêtent main forte dans mon combat. Une aide essentielle qui est un cri du cœur citoyen. Une aide essentielle pour notre survie, celle de nos enfants et de la génération à venir. Ce combat est un combat citoyen, moi avec d'autres, contre le passage de l'oléoduc d'Énergie Est, qui n'est, à mon sens, qu'une bombe à retardement. Les compagnies pétrolières et le gouvernement vont mettre en danger, avec ce projet-là, notre environnement, notre territoire, nos cours d'eau potable. On nous fait comprendre que pour eux, l'économie des sables bitumineux est de loin plus importante que chacune de nos vies. Moi, je me demande, M. Trudeau, vous nous imposerez d'expliquer à nos enfants que pour vous, l'argent du pétrole est plus important qu'eux? Oserez-vous leur dire à eux, vos propres enfants, désolé les enfants, je vous aime gros fort, mais pour papa, l'argent du pétrole, c'est beaucoup plus important que vous? Et de ce fait même, désirez-vous vraiment que l'histoire qui sera enseignée à nos enfants dise que vous aurez été le premier ministre ayant causé la destruction de nos cours d'eau potable qui sont reconnus de par le monde? C'est totalement irresponsable de songer, même un court instant, à aller de l'avant avec un tel désastre écologique. Faut pas oublier une chose, on n'aura pas de deuxième chance s'il y a quelque chose qui arrive. On peut changer le mécanisme et le carburant d'une voiture, mais pas celui du corps humain. Le gouvernement va quand même décider envers et contre tous de mettre en péril notre faune, notre flore, nos cours d'eau potable qui sont tant enviés et nos vies humaines. Pourquoi? Mais pour de l'argent. Pourtant,
L'eau, c'est inestimable. Ce serait tellement plus simple d'investir dans l'économie verte. On ne peut pas laisser faire ça. C'est inacceptable, intolérable, irresponsable, mais surtout, c'est inhumain. J'ai donc décidé de me soulever contre cette absurdité, disons-le, et de par mon devoir de mère et de citoyenne de m'y opposer fermement, puis d'exiger d'offrir le meilleur héritage qui soit à nos enfants et aux générations futures, qui est ce droit humain de respirer sainement et de pouvoir boire une eau potable. Donc, c'est non négociable, point final. Pour toutes ces raisons et en voulant nous faire entendre à la Chambre des communes, j'ai décidé de mettre sur pied une pétition. Une pétition qui est gérée par la Chambre même parce que c'est la façon de se faire entendre directement par le gouvernement. Je demande donc à toutes les Québécoises et à tous les Québécois qui ont à cœur leurs prochains, leurs enfants et leur territoire de signer cette pétition. Signez-la et faites-la connaître, s'il vous plaît. Partagez-la dans tous les réseaux sociaux. Il est important que toute la population et toutes les régions, même autres qu'au Québec, puissent se joindre à ce combat parce que c'est à nous de dire non. Merci. Alors bonjour, Jessie Lauzon, artiste militant, mais je suis d'abord un petit-fils d'agriculteur. J'ai cultivé cette terre-là avec mon grand-père dans la Naudière. J'ai pêché la barbotte dans la rivière des Mille-Îles. J'ai grandi exactement là où on veut faire passer ce pipeline. Je demeure aujourd'hui au bord du fleuve Saint-Laurent. Je salue Mme Crevier d'avoir initié cette pétition et j'espère sincèrement qu'on va atteindre l'objectif qu'on vient de dénoncer. Parce que c'est une cause, effectivement, qui mérite de transcender les couleurs, de transcender les partisaneries. Parce qu'on soit vert, qu'on soit bleu foncé, bleu pâle, rouge, jaune, orange, je pense que tout le monde aime son eau de la même couleur, c'est-à-dire transparente. C'est pas une question économique, selon moi. C'est vraiment une question d'équilibre environnemental. C'est pas une question de redevance. Parce qu'il n'y a aucune promesse de milliards de dollars qui va pouvoir équivaloir l'assurance d'un bon verre d'eau pour des siècles et des siècles. Amen. Au niveau de l'économie, justement, l'agroalimentaire et le tourisme, c'est 500 000 emplois au Québec dans cette région-là. C'est 10 fois plus que le secteur pétrolier. Alors, un bris d'oléoduc, et Dieu sait qu'il y en a, on a seulement qu'à aller voir Oil Spills sur Internet pour voir le nombre incalculable d'accidents, souvent mortels, liés au développement du pétrole via les pipelines. Alors, un seul bris d'oléoduc pourrait mettre tout ça à risque. Et d'autant plus, le danger, c'est le fait que les municipalités ne sont pas prêtes, ne sont pas équipées pour se prémunir contre ces accidents-là et se ramasser ce pétrole-là qu'on ne peut pas ramasser. L'eau vaut plus cher que le pétrole. Un litre d'eau coûte 3 $. Je l'ai payé hier au dépanneur 3 $, puis un litre de pétrole est 1 $. L'eau vaut vraiment beaucoup plus cher et on en gaspille de façon éhontée pour produire ce pétrole-là. C'est quoi? C'est 2,5 barils d'eau pour un baril de pétrole. Je pense que le calcul est vite fait. Alors, je rêve d'une solidarité aussi avec les Premières Nations qui s'opposent à ce genre de développement. Les Indiens Malécites au Nouveau-Brunswick, nos frères se sont prononcés contre l'oléoduc qui devrait passer sur leur terre pour se rendre à Saint-John. Et dans l'Ouest, les Unis M qui ont bloqué la route aux développeurs. Dernièrement, 82 maires de la communauté métropolitaine de Montréal se sont prononcés contre le projet, on les a accusés de manquer de vision. Eh bien, moi, je me demande la vision, qui manque de vision au fait? Parce que si ces 82 maires-là, qui représentent 4 millions de personnes, résidents québécois, manquent de vision, alors ça veut dire que tous les peuples autochtones qui ont refusé ces projets-là manquent de vision eux aussi. Est-ce que Barack Obama manque de vision lui aussi? Est-ce que le pape qui s'est prononcé pour une prise de conscience de l'importance de cette maison commune. Est-ce que le pape manque de vision? Je ne crois pas. Et quand 185 pays ont signé un accord à Paris au mois de décembre dernier pour dire qu'il faut stopper cette production-là au risque de tous mourir asphyxiés, je pense que c'est pas un manque de vision qui a conduit à cette décision-là. Alors, si nous, on manque de vision, je crois que l'industrie pétrolière est aveuglée par les profits. Eux regardent l'évolution de leur portefeuille, nous, on regarde l'évolution de
de l'humanité, des humains qui vivent sur ces terres-là. Alors, je crois qu'il faut appuyer cette pétition déposée là par Madame Crevier. Et j'appelle tous les citoyens, les Autochtones, les Canadiens français, les Canadiens, tout le monde à signer cette pétition-là. J'appelle toute la communauté artistique, s'il vous plaît, les artistes, vous êtes sensibles à la cause, à cette cause-là. J'aimerais que vous signiez cette pétition-là et que vous la fassiez circuler. Justin Trudeau, aujourd'hui Premier ministre, a rappelé en campagne électorale que ce n'est pas juste le gouvernement qui donne des permis, les communautés doivent aussi donner la permission. J'espère qu'il va donner promesse, qu'il va tenir promesse, parce que manquer de gaz, c'est pas irréparable. Manquer d'argent, ça se répare, mais manquer d'eau, c'est mortel. Merci. Oui. Et merci. Je veux ajouter seulement quelques mots parce que le temps presse, mais je suis vraiment fière d'être ici parmi mes collègues, les autres députés et mon ancien candidat vert, mon ami J.C. Lauzon, et pour donner l'appui pour la pétition qui a été mise sur pied par Christian Crevier. Merci beaucoup. Parce qu'ici, je suis, je pense, oui, je suis certaine, je suis le seul ici qui n'habite pas au Québec. Mais selon les citoyennes et citoyens de Colombie-Britannique, nous partageons les mêmes inquiétudes. Nous partageons le même esprit. Il n'est pas acceptable d'exiger que nous allons accepter les oléoducs avec tous les risques, avec tous les négatifs, sans plus. Pas pour le Québec, pas pour Colombie-Britannique. Et aussi, c'est clair que comme une députée au niveau fédéral, il reste les grandes inquiétudes des peuples autochtones, les nations premières du Canada. Alors, on doit remettre en question le concept dépassé de l'obligation nationale de transporter le bitumen brut sans raffiner pour exportation. C'est pour ça que je veux exprimer que ce n'est pas une question seulement écologique, c'est aussi une question de stratégie économique. Nous avons maintenant au Canada, nous manquons une stratégie énergétique. Pourquoi il y a une stratégie maintenant pour l'exportation de produits bruits sans l'emploi de raffiner en Alberta? Ça, c'est la solution pour tout le monde. Et pour maintenant, je suis absolument en accord avec mes amis. Dis non au oléoduc d'énergie Est. Merci. Merci, Mme la ministre. Merci. Hélène Buzetti, Journal Le Devoir. J'aurais d'abord juste une question factuelle. Madame Crevier, j'aimerais savoir, vous habitez où? Est-ce que le pipeline passe proche de chez Oui. vous? Juste expliquer qu'est-ce que vous êtes, pourquoi vous êtes si impliquée dans Moi, je suis citoyenne de Mascouche. Je suis une mère de 3 merveilleux enfants. Le pipeline, il va passer à 18 km dans ma ville, dans ma municipalité. Mais je le fais pas juste pour mes enfants, je le fais pour tous les enfants. Moi, c'est les enfants qui me tiennent à cœur. Quand on est arrivé, quand on est venu au monde, on avait du bon air à respirer, on avait de la bonne eau à boire. J'aimerais que les enfants, les futures générations aient aussi ce droit-là. Et je crois que c'est M. Thériault, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas vrai qu'on va laisser croire qu'on est divisé au Québec, quelque chose comme ça. Oui. On va pas laisser entendre que la voix québécoise est divisée, mais pourtant, il y a beaucoup de gens au Québec qui sont d'accord. À Québec, par exemple, Régis Labombe tient un tout autre discours que le vôtre. Oui. Dans quelle mesure pouvez-vous vraiment affirmer qu'au Québec, il y a une unanimité sur le sujet? Bien, écoutez, la voix d'un seul maire versus 82 municipalités qui représentent 4 millions d'habitants du Québec, ça commence à faire un large consensus. Et quand je faisais allusion à la question, on ne va pas accepter que la voix des Québécois, on prétende qu'elle est divisée, je faisais référence aux propos de M. Bernier en Chambre hier, qui utilisait le sondage du Conseil du patronat et les chiffres totalement, à des fins totalement biaisées pour démontrer que les Québécois ont dit oui au pipeline, alors qu'au fond, la question, si on demande à quelqu'un, parmi les différents choix qu'on a pour transporter du pétrole, préférez-vous un pipeline, préférez-vous un train? Les gens vont dire un pipeline. La
le problème, c'est qu'il faut contextualiser ça dans le sens d'Énergie Est et dans le contexte, ce que les gens sur le terrain qu'on rencontre, parfois ceux qui ont une oreille attentive aux propos et au lobby d'Énergie Est et de TransCanada, c'est qu'ils pensent que maintenant, la production du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta va tout passer par le pipeline, alors que le pipeline, sa mission, c'est strictement de faire passer pour l'exportation une hausse de 40 de la production. Alors, il ne va pas y avoir moins de transport ferroviaire, moins de transport maritime, moins de transport sur les routes. Il va y avoir juste, avec ça, un ajout de 40 de plus de la production. Et ça veut dire 121 000 litres à la minute, alors que TransCanada indique qu'elle ne peut pas intervenir avant 13 minutes. J'imagine dans la rivière des Mille-Îles, là, qui alimente des milliers de Québécoises et de Québécois en eau, là, ce que ça pourrait être comme catastrophe, d'autant plus que vous savez qu'il y a juste à 15 à 20 qui est récupérable. Bonjour, Fanny Olivier de la presse canadienne. Une question pour vous, M. Thériault. Vous dites que vous vouliez une démarche qui est vraiment transpartisane. Est-ce que vous avez fait appel à vos collègues du NPD ou du Parti conservateur ou du Parti libéral? À moins que je me trompe, là, présentement, le Parti libéral et le NPD ont la même position. Une position qui consiste à mettre leurs œufs dans le panier d'une étude améliorée, d'études environnementales améliorées. Alors que je pense qu'on a tous les arguments actuellement pour signer la pétition. Or, eux, aujourd'hui, ne signeraient pas cette pétition. Est-ce que vous avez quand même fait la démarche d'aller auprès d'eux? Parce que ces gens-là ont, pendant la campagne électorale, dit exactement quelles étaient leurs positions. Alors, nous, on a fait la coalition et on va continuer à faire la coalition des gens qui veulent signer une pétition qui, avec ce que l'on sait présentement, sont prêts à dire non, on n'en veut pas de cette stratégie-là pour transporter le pétrole. C'est une économie dépassée. Concernant le sondage auquel vous faites référence, est-ce que vous pensez que le sondage reflète pas du tout la réalité, qui serait biaisé? Je l'ai vu, là, je sais de quoi vous parlez. C'est quoi le problème avec ce sondage-là? Bien, c'est parce que les questions sont décontextualisées. Si on posait la question, êtes-vous d'accord pour augmenter de 40 la production du pétrole sale des sables bitumineux de l'Alberta, en plus de ce qu'on a comme production et de transport ferroviaire et maritime et routier, la réponse serait non. L'avocat du diable, il y a bien des gens qui vont dire, mais pourquoi partir en guerre contre ce pipeline-là alors qu'il y a déjà tout plein de pipelines au Québec? Pourquoi celui-là vous tracasse-t-il beaucoup plus que les autres? Pourquoi il paraît plus dangereux que les autres pipelines qui existent déjà? Bien, en fait, il n'est pas construit encore, de un. De deux, puis je vais m'entretenir avec Mme May parce que la Colombie-Britannique semble être plus efficace que nous pour avoir gain de cause quand elle dit non à un pipeline. Mais une chose est certaine, c'est que ce projet-là, qui n'est pas encore construit, je l'ai dit tantôt, quand on veut le mesurer en fonction des principes du développement durable, bien, il ne passe pas l'examen. Tu sais, un projet, tu examines à savoir si les retombées économiques sont durables. Or, les chiffres de TransCanada, c'est 33 emplois durables lorsque le projet sera réalisé. Est-ce que c'est raffiné? C'est pas raffiné au Québec. C'est ni raffiné en Alberta. C'est strictement pour l'exportation parce que cette pétrolière veut, compte tenu du fait qu'on sait très bien que l'exploitation du pétrole est quand même limitée dans le temps, bien, ils veulent s'en mettre dans les poches pendant les 40 prochaines années, le plus possible, augmenter la production. Alors, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce pétrole-là parce qu'il n'est pas destiné de toute façon à la consommation du Québec. Pas tant le risque environnemental que le fait que ce risque-là ne sert à rien pour le Québécois qui le consomme. Non, j'étais juste sur le volet économique. Il y a trois composantes. Pour le volet environnemental, c'est que les risques sont beaucoup trop démesurés. Je veux dire, on ne peut pas prendre le risque de contaminer notre eau potable, nos terres. Je veux dire, l'UPA Lanaudière était avec nous la semaine dernière et ils vont devoir demander la permission pour passer par-dessus le pipeline. TransCanada a refusé de l'enfouir à 1,84 mètres.
Imaginez-vous, là, je ne sais pas si vous avez déjà fait les foins, là, mais quand tu fais les foins, là, c'est vite, c'est aujourd'hui, il faut que ça se passe là. Tu n'as pas le temps d'attendre une autorisation. Et évidemment, je veux dire, à un moment donné, il faut que le Québec prenne un virage. À un moment donné, il faut que tu te dises, ben, ça arrête ou ça commence où le virage vert. Et le Québec est bien positionné pour une économie du 21e siècle. Il y a TransCanada qui doit refaire ses devoirs. Le maire de Montréal l'a beaucoup répété au cours des dernières semaines. Pensez-vous qu'il y aura plus d'opposition? Pensez-vous que TransCanada, en changeant ses façons de faire, réussira peut-être à convaincre davantage de Québécois du bien fondé du projet? Je suis pas devin. Il reste que à mon avis, c'est pas juste une question d'attitude. C'est pas juste une question de refaire ses devoirs. Je pense que M. Coder a mis l'accent là-dessus. Moi, je vous dis que les gens qui sont réunis ici aujourd'hui, c'est une question de principe. On est capable d'évaluer que pour l'instant, ce projet-là est inacceptable. Il le sera à terme aussi parce qu'il ne rencontre pas les principes du développement durable. Alors, ce n'est pas juste une question d'attitude dans la façon dont on fait du lobby, là. À votre avis, le premier ministre, dans ce dossier-là, il se situe où? Là, on voit que l'Office national de l'énergie doit un peu revoir ses façons de faire. Monsieur le premier ministre dit toujours que ça prend un permis qui vient de la communauté, mais en même temps, semble très près de tous ceux dans l'Ouest qui veulent qu'on envoie le pétrole par pipeline à travers le pays. En tout cas, il s'est pressé d'aller en Alberta, là. Moi, je ferais remarquer que le Québec a pâti des politiques économiques des conservateurs pendant les 10 dernières années, dans le tout va, les œufs dans le même panier de l'industrie pétrolière. Et l'industrie manufacturière, forestière, aller parler aux gens de Lebel-sur-Quévillon, eux autres ont pâti d'aplomb. Alors, on n'a pas de complexe là-dessus. On aimerait ça qu'ils interviennent aussi rapidement par rapport à l'économie québécoise. Toutefois, j'ai comme l'impression qu'il s'est mis dans la position de l'arbitre pour l'instant, mais qui est en train de faire de cet enjeu-là strictement une question de confiance. J'ai l'impression, quand j'entends parler M. Trudeau, que sa position est déjà faite et qu'il fait, lui, le pari que les Québécois vont lui faire confiance pour dire oui. Nous, on fait le pari que les Québécois vont lui dire très clairement que l'acceptabilité sociale au Québec, elle n'est pas là et ne sera pas au rendez-vous et que ce n'est pas juste une question de confiance ni de manière de vendre le projet. Quand on dit que la menace d'une crise d'unité nationale qui plane si le Québec refuse justement, vous répondez quoi? Moi, je pense qu'il y a eu du Québec bashing, là. Et puis, je ne veux pas embarquer dans cette dynamique-là, mais je veux dire, moi, je ne me sens absolument pas coupable ni redevable à qui que ce soit au Canada. Je peux ajouter quelques mots. Seulement que la question de unité nationale, quand M. Denis Coderre a dit non vers l'oléoduc Énergie Est, et tout le monde dit « Ah, il est fâché contre lui ». Mais pour moi, la question est claire. Le maire de Vancouver, puis le maire de Vancouver-Nord, le maire de Burnaby, le maire de Victoria, tout le monde, tous les maires de Colombie-Britannique proches à l'oléoduc de Kinder Morgan et Trans Mountain ont dit ensemble non. Et personne n'a dit que c'est une menace vers l'unité canadienne. Pour moi, pour ça, je suis en accord avec mon collègue que c'est une question de Québec bashing. Merci. Sur ma question, c'est parce que c'est pas clair dans ma tête. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le pipeline Énergie Est est plus dangereux environnementalement parlant que les pipelines qui existent déjà au Québec? Écoutez, je suis pas un spécialiste. Je peux pas déterrer les autres pipelines. Il reste qu'il y en a un présentement qui, lorsqu'on le mesure selon les paramètres du développement durable, ne franchit pas, ne traverse pas l'examen, ne passe pas l'examen. Or, quand je regarde l'étude qui a été commandée par le gouvernement du Québec à la Polytechnique, aux ingénieurs de Polytechnique, et qu'on nous dit que les traverses de nos rivières, les berges, les sols sont instables, je trouve ça complètement irresponsable qu'on puisse imaginer faire traverser un pipeline là.
Alors, à un moment donné, il y en a des faits. Et moi, j'ai été sur la commission qui a voté la première loi au Québec sur le développement durable. La personne qui était devant moi, là, c'était M. Tom Mulcair, ministre de l'Environnement. Et quand on a voté cette loi-là, puis j'ai bonifié cette loi-là, il y avait deux principes qui revenaient souvent dans nos discussions. Le principe de précaution, puis le principe d'acceptabilité sociale. Alors, eu égard à ces deux principes-là, en fonction de tout ce qu'on sait présentement, ce projet-là ne passe pas l'examen. Quand on n'a pas... le fardeau de la preuve, c'est TransCanada qui l'a. Signature, vous espérez récolter? Le maximum. Le plus Avez-vous un possible. objectif? Le plus possible. 8 millions. 8 millions serait un beau chiffre, oui. S'il vous plaît, c'est possible pour moi d'ajouter les questions que vous avez demandées à mon collègue. La question de oléoduc Energy Est, pourquoi c'est plus dangereux? Pour moi, ce n'est pas une question de oléoduc. Ce n'est pas le structure qui c'est le problème. Le problème, c'est le produit dedans l'oléoduc. Et le produit dans cet oléoduc Energy Est, c'est à mon avis, je pense que c'est le premier oléoduc avec le produit de bitumen, avec un mélange de, en anglais on dit diluent, je ne sais pas le mot en français, mais c'est diluent. Le mélange, c'est le plus dangereux, pas comme au lac Mégantic, ce n'est pas la même menace. C'est la menace vers l'environnement parce que dans l'accident de Enbridge à Kalamazoo, en Michigan, c'est clair que c'est impossible de nettoyer les fleuves avec un désastre avec bitumen et diluant. Ce n'est pas une substance où nous avons la technologie pour le nettoyage. Alors, c'est une question un peu compliquée. Je vais expliquer un peu en anglais parce que c'est bizarre, mais c'est vrai que le bitumen, tout simple, bitumen brut, c'est absolument sécuritaire par ferroviaire. So I'm going to say it in English again to make sure everyone, it's very strange and no one really gets this thing, that bitumen by itself is a solid. If they heat it up and put it in rail cars, it solidifies there and is absolutely inert. Bitumen by itself in a rail car is totally safe to ship. Bitumen mixed with diluent and put in a pipeline becomes the most dangerous environmental product you can put in a pipeline because you can't clean it up. Now, the pipeline energy that they're proposing also includes some very dangerous products, just like Megantic. So 80% or so of the products they plan to put in this pipeline are raw bitumen for export, not for Canadian refineries. The additional part shouldn't be transported at all because it's Bakken shale. And we know from Lac Mégantic that Bakken shale is highly volatile. And I don't want Bakken shale traveling across Canada by train or pipeline. Maintenant? Autour de 2500 en une semaine. Et on ne l'avait pas annoncé. Puis aujourd'hui, ben, c'est le lancement comme national, où j'ai dit tantôt, tout le monde va être un multiplicateur, alors ça devrait être plus. Excusez-moi. Je disais donc qu'aujourd'hui, c'est le lancement national, et donc tous mes collègues et tout le monde va être un agent multiplicateur. On va aussi aller sur le terrain, on va aussi aller faire discuter avec les gens parce qu'il y a beaucoup de confusion, parce que le lobby est fort et le lobby fait beaucoup des demi-mesures des arguments de demi-mesure. On cache un peu la réalité ou on la transforme pour nos intérêts. Alors, il faut faire du terrain. Alors, on verra. On a la semaine dernière, on l'a fait au comté. Et pendant la fin de semaine, c'est un moment habituellement pour les médias sociaux de trafic. Là. Et puis, bon, le site a eu des ratés. Là. Donc, on a perdu plusieurs heures. Mais on va se reprendre, ça, c'est certain. Je crois qu'en 2014, il y en avait eu une pétition qui avait été lancée. Qu'est-ce qui est advenu de ça? Il faudrait poser la question à Équiterre qui avait initié cette pétition-là. Moi, je pense que toutes ces initiatives-là s'additionnent les unes aux autres.
Présentement, on cible spécifiquement le projet TransCanada là, et d'Énergie Est avec cette pétition-là. Elle est en ligne. Elle est sur le site de la Chambre et elle est tout à fait conforme. Là. On a eu l'accord des services de greffe, là, les greffiers. Alors, aller sur le site pour la signer, c'est la seule façon? Les gens vont aller sur le site et puis éventuellement, on aura aussi des supports papier parce qu'il y a des gens qui, au niveau de l'informatique, ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, il y aura un formulaire officiel aussi au niveau papier. Et puis, aujourd'hui, ben, il y a une maquette qui va vous parvenir là, avec un petit raccourci parce qu'on a pris soin que les gens n'aient pas à écrire une adresse là, qui a un pied de long. Là. Ben, en fait, c'est légalement, quand on a jusqu'au 1er juin, là, c'est la Chambre qui met en place les délais. Merci à tout le monde. Merci d'être là. Moi, merci. Hein.